Salut à tous, salut à toi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir une vidéo un peu théorique, un peu longue qui parle de la couleur et des images, dans laquelle on va détailler les formats d'export tels que les formats bitmap et les formats vectoriels. On va regarder aussi le 72 dpi, le 300 dpi et les incidences que ça a sur la qualité d'image et sur le process de travail quand on travaille dedans. Ça vous permettra de mieux vous rendre compte de comment on utilise les choses. Je vais aussi vous montrer la différence, ce qu'est la lumière et ce qu'est la couleur, ce qui est un mode additif, un mode soustractif, et les modes de fusion des différents calques. Et tout ça, ça devrait vous aider, je l'espère, à mieux comprendre les palettes de Photoshop sur tous ces formats et tout ce qu'on va vous demander, mais aussi sur Illustrator, par extension, parce que ce que vous allez trouver là, vous allez le retrouver ailleurs, et sur d'autres logiciels qui ne sont pas des logiciels de la suite Adobe, comme des logiciels libres qui vous parleront aussi de couleurs. Tout d'un coup, vous comprendrez mieux les chiffres, et vous comprendrez mieux les lettres, et vous comprendrez mieux ce qu'on vous demande et ce dont il s'agit. J'espère que vous serez moins perdu, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous sentir plus à l'aise quand vous serez amené à faire du web ou à faire de la retouche d'image. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Donc ici j'ai pris une image qui est une photo prise avec un réflexe, c'est une image libre de droit, libre de droit, disons que j'aurais pas de problème puisque c'est moi qui l'ai prise. Elle a été prise avec un réflexe, elle est en grosse résolution. Si je regarde les informations que j'ai sur cette image, je fais CTRL-ALT-I, ce qui correspond en fait au menu image et taille de l'image. Donc là, je vois que j'ai une largeur de 6000 pixels, une hauteur de 4000 pixels et une résolution de 300 pour une taille de document finale à 50 cm par 33 cm. Concrètement, les pixels, en fait, ce sont les pixels par pouce. En fait, un pouce, c'est 2,5 cm, c'est la phalange du pouce d'un adulte en moyenne, donc c'est 2,5 on va dire. Il faut vous imaginer que sur ces 2,5 cm de long, vous allez mettre 300 pixels. Alors, un pixel, c'est une unité sur un écran, et cette unité se sous-divise. Vous avez un bâtonnet rouge, un bâtonnet vert et un bâtonnet bleu. Voilà, c'est important. Pour l'instant, on n'est pas trop dessus. On va revenir dessus. Donc, c'est une vidéo freestyle, hein, je la fais en live devant vous, on va voir ensemble où ça nous mène. Je vais vraiment vous parler d'un peu de tout, ça va rester très généraliste et je vais sans doute pas tout traiter d'ici la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. Au moins, on aura vu un certain nombre de choses. Donc, ici, je suis sur du 300 dpi. Alors, 300 dpi, c'est parfait pour de l'impression parce que c'est dense, c'est très dense en informations, mais beaucoup d'informations par pouce. Donc du coup, quand on va jeter l'encre sur le papier, il y aura beaucoup d'encre qui sera jetée par centimètre. Et donc on aura beaucoup de couleur qui sera sur le papier et on y verra bien. Sur un écran, sur le web par exemple, on est souvent en 72. Et il y a une raison à ça, c'est que ça suffit largement. Mais pourquoi ça suffit largement? Eh bien, je vais vous donner la réponse. En fait, 72 pixels par pouce suffisent sur un écran. Vous voyez bien que là-haut, on n'a plus que 1440 pixels de largeur, on était à 6000. Pourquoi ça suffit? C'est parce qu'en fait le pixel est rétroéclairé. C'est-à-dire que votre écran, même s'il fait nuit noire et que j'éteins la lumière dans la pièce, l'écran de votre ordinateur projette de la lumière, vous allez voir dans le noir, parce que c'est une lampe. Il va rétroéclairer, et donc, comme il projette la lumière, je ne sais pas si vous avez déjà vu une ampoule électrique, même quand elle a un lustre, on voit encore mieux, ça fait un espèce de... Vous avez la lumière qui éclaire et ça fait un espèce de triangle, de cône, de lumière, on voit les rayons de lumière qui partent, donc ça irradie la lumière. Et il faut vous imaginer qu'entre la distance de l'écran et la distance de l'œil humain, donc c'est, je sais pas, 60 cm à peu près, j'imagine, eh bien... il y a une diffusion de la lumière, donc entre le pixel qui est ici puis le pixel qui est juste à côté, même s'il y a très peu de pixels par pouce, ça irradie et au final on se retrouve avec une image qu'on peut zoomer et ça reste acceptable à l'œil parce que l'œil, lui, il voit une espèce de mélange baveux qui fait que dans la rétine ça s'imprime et on voit l'image globale. Sur du papier, on ne projette pas d'image, on n'est pas en mode additif. Vous avez entendu, j'ai utilisé le mot additif, on va revenir dessus tout de suite après.
on est en mode soustractif. Donc la plupart du monde qui nous entoure, c'est du soustractif. Il y a très peu de sources de lumière. Et donc là, il faut projeter, en fait, ils absorbent, les taches de couleur absorbent et ne renvoient qu'une ou deux les fréquences de longueur d'onde. Le noir, par exemple, absorbe tout. Une voiture noire, en plein été, elle est très chaude parce qu'elle absorbe toute la lumière. Donc la lumière, c'est de l'énergie, elle chauffe. À l'inverse, vous prenez, je sais pas, une voiture jaune, eh bien, je sais pas pourquoi je prends les voitures, mais voilà. La voiture jaune, en fait, ça signifie qu'elle absorbe tout, sauf le jaune. Et le jaune vous est renvoyé à la rétine. Et donc, vous voyez du jaune. Donc ça, c'est du mode soustractif, c'est ce que fait l'imprimeur. Alors, du coup, on va regarder un petit peu cette image, et on va faire une comparaison. Donc là, CTRL-J, j'ai dupliqué le calque. On va comparer entre du 300 dpi et du 72 dpi. Donc CTRL-A, CTRL-MAJ-C, donc CTRL-A, sélectionner tout, CTRL-MAJ-C, copier la globalité. Pour le coup, j'aurais pu faire CTRL-C, CTRL-N, nouveau. Du coup, il a les dimensions de l'image dans le presse-papier. Je clique sur Entrée, il ouvre une nouvelle image, je colle CTRL-ALT-I, je la bascule en 72 dpi, paf. Vous voyez comme elle a rapetissi? Elle a rapetissi parce qu'il y a beaucoup moins de pixels, évidemment. Donc là, je vais la glisser sur le côté, hop. Alors, on était à la même échelle, hein. Vous voyez le ratio entre 6000 pixels et 1400, ce que ça vous fait, c'est quand même pas mal. Donc, je vais prendre la même partie. Sur l'écran, on va afficher la même zone. Donc, voilà, je vais prendre cette partie de mon visage. Voilà. On va prendre peut-être encore un peu plus petit. Et je vais faire la même chose ici. Donc, tac. Donc là, j'ai à peu près la même zone. Voilà. Alors, je vais dézoomer un peu parce qu'on voit trop le... Voilà. Alors... Tac. Tac. On a la même chose. Ouais. Ok. On a la même chose des deux côtés. Alors, déjà, première chose qu'on remarque, c'est on voit la même zone sur l'écran. Je ne sais pas si vous voyez ici sur la palette navigation le point qu'on observe. Excusez-moi. Le point qu'on observe, c'est la zone rouge. Regardez ici, c'est pile au même endroit. On voit bien la jonction entre la maxillaire de mon visage et le cou, et là le mur qui est derrière. Donc des deux côtés, on a la même image. Pourtant, regardez l'écart entre les deux images. Ici, on est zoomé 1200 fois, ici, on est zoomé 3200 fois. Pourtant, on représente la même zone sur le visage. Ça vous donne une idée à quel point il y a moins d'informations et à quel point on a zoomé plus. Et donc, comme on a zoomé plus, regardez comme ça pixelise, on voit le crénelage, alors qu'ici, on a encore un dégradé doux et diffus. Il nous reste beaucoup d'informations, et avant d'atteindre les 3200 fois, c'est-à-dire d'avoir des pixels aussi gros, eh ben, on va pouvoir vraiment travailler. Ça a son importance. Ça a son importance, notamment sur les images web. Quand vous travaillez pour préparer des images destinées au web, au final, elles seront comme sur la photo de droite, parce que vous les exporterez en basse définition. Mais si vous devez les travailler, travaillez-les en haute définition, vous ferez des dégradés plus doux, vous aurez des contours plus nets et plus précis, et vous aurez une image plus jolie à l'arrivée. Du coup, regardez ici, il faut vraiment éviter de travailler en prenant directement une photo web à 72 dpi et de la retravailler direct, parce que vous travaillez sur quelque chose qui est déjà hyper crénelé. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Ce genre de détail a une incidence directe sur le rendu de votre travail sur un site web par exemple. Ça va aussi avoir un rendu par rapport à l'imprimeur. L'imprimeur en fait travaille sur un mode soustractif. Donc on va parler un petit peu maintenant du mode soustractif et du mode additif. Je vais tout de suite créer un document. Donc l'écran de gauche, ce sera de l'additif et non, on va parler, ce sera celui-ci, l'additif en fait, parce qu'on est déjà sur du 72 dpi, on va rester un peu cohérent. Donc du coup, on va le mettre en 72 pour le mettre comme une résolution d'écran, peu importe la dimension. On le met bien en RVB. Là, je vais vous montrer la différence entre de l'additif qui est du RVB. Donc RVB, c'est rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu, tout à l'heure, on a vu que c'était l'unité de base d'un pixel.
Donc là, le Photoshop, sur cette version, c'est la 16.5. Si vous regardez derrière, il vous dessine des carrés quand vous zoomez suffisamment. Regardez, ce sont des pixels. Donc ça représente symboliquement le pixel. Donc du coup, regardez bien l'écart de taille entre les carrés. Vous voyez ici, comme les carrés sont gros, parce qu'il y a moins d'infos, et ici, ils sont petits, il y a beaucoup plus de maillage. C'est ça, les 300 pixels par pouce. C'est ça, le résultat. Donc voilà. Alors, ici, je crée mon image. Voilà. Ici, je vais créer la même, sauf qu'elle sera en 300 et en CMJN, c'est-à-dire destinée à l'imprimeur. Donc, on est d'accord, côté gauche, c'est pour l'imprimeur, côté droit, c'est pour l'écran. Alors, ici, donc je me mets ici, je vais chercher le cercle. Le cercle, je le mets en mode tracé, tracé vectoriel, et je vais tracer un cercle. Alors pour tracer un cercle avec Photoshop, je prends bien l'outil cercle. S'il n'apparaît pas, je fais un clic droit, et je vais chercher là-dedans. Les outils, vous pouvez les atteindre avec des lettres. En l'occurrence, elles sont indiquées en bout de palette, c'est la touche U pour la forme ici. Donc si je fais U, je vais ici, et si je fais majuscule U, je fais défiler les outils. Vous voyez? Vous les voyez défiler? Donc voilà. Alors maintenant, pour faire un cercle, par défaut, le cercle, en fait, je ne l'ai pas. J'ai un espèce d'ovale. Donc pour avoir le cercle, je contrains le ratio entre la hauteur et la largeur grâce à la touche majuscule. Donc je vais chercher un angle de mon cercle, je maintiens enfoncé le clic gauche et je descends en diagonale tout en maintenant enfoncé la touche majuscule sur le clavier. La touche majuscule, c'est la touche Shift qui est juste au-dessus de la touche Contrôle. Voilà, je relâche, hop, je vais le replacer, donc je prends la touche, là c'est la touche V que j'ai utilisée, c'est l'outil de sélection. La touche, alors ici la barre d'espace me permet de prendre la main qui me permet de positionner comme je veux mon outil à tout moment, et dès que je relâche la barre d'espace, je repasse à l'outil précédent. C'est ultra pratique. Donc là, j'ai une couleur, une forme. Donc il faut s'imaginer que j'ai tout mon calque qui est noir et que j'ai un masque, et le masque ne laisse apparaître qu'une forme. Donc c'est du vectoriel. C'est pour ça que j'ai choisi tout à l'heure, si je retourne U, si je retourne, j'ai choisi ici, parce que ça, c'est un calque de forme. Donc voilà, ça veut dire que tout est mis sous une couleur, et par-dessus, je mets une forme. Et je ne vois apparaître à l'écran que ma forme. En l'occurrence, bah là, c'est un cercle, et effectivement, j'ai un cercle. Je duplique mon calque, donc soit je le descends ici, et je relâche, et à ce moment-là, je l'ai dupliqué. Touche V du clavier pour sélectionner, je vais le placer ici. Soit j'utilise le raccourci clavier CTRL-J, tac, et j'ai dupliqué, je sélectionne. Alors pour pouvoir sélectionner, j'ai la touche, je suis avec cet outil-là, et je vérifie dans les options de l'outil. Cette barre ici, ce sont les options de l'outil. Cette barre, elle change à chaque fois que je change d'outil ici. Donc là, j'ai bien coché la case sélection automatique, et ici, j'ai choisi calque. Donc du coup, ça me permet, si je clique sur ce calque, vous allez voir qu'ici, ça va changer. Le calque bleu va changer. Donc, vous voyez, si je clique sur l'autre, tac, je reviens ici. C'est parce que j'ai coché cette case et que j'ai sélectionné calque. Donc on a dit qu'ici, on serait en mode plutôt additif. Ok? Alors, additif, ça signifie... D'abord, je vais mettre mes couleurs comme il faut. Je vais vous parler un petit peu de la couleur. C'est Newton, d'ailleurs il était en confinement pour échapper à la peste, et il a fait 5 découvertes majeures, dont la fameuse loi de la gravité, on parle de la pomme, tout ça, et il a découvert aussi la décomposition de la lumière, c'est-à-dire ce qu'était la couleur. Donc en fait, la couleur, vous avez deux façons de l'appréhender, enfin il y en a bien plus, mais en gros vous avez le mode additif et le mode soustractif. Le mode additif, c'est tout ce qui rayonne de la lumière. Par exemple, le soleil rayonne de la lumière. Un écran de télé rayonne de la lumière. Un écran de smartphone rayonne de la lumière. Plus il rayonne, plus il émet de l'énergie, parce que plus il a un grand nombre de pixels éclairés fort. C'est pour ça que quand vous voulez économiser l'énergie de votre batterie, vous baissez la luminosité. Enfin, quand vous voulez baisser la consommation. Et du coup, ici, on va retrouver tous ces principes fondamentaux. Il faut bien comprendre ce qu'est la couleur et ce qu'est la lumière. Mais voilà, on va passer d'abord sur le mode additif. Donc le mode additif, quand le soleil est clair,
il fait passer une lumière, et cette lumière peut être parfois décomposée. Si vous passez une lumière à travers un prisme, il en ressort un arc-en-ciel. Et c'est exactement le phénomène qui se passe quand la lumière du soleil passe à travers les gouttes d'eau de la pluie et que vous voyez un arc-en-ciel. Ça veut dire que la lumière, c'est la somme de toutes les couleurs. Ou plutôt que si vous décomposez la lumière, vous obtenez, en fonction de la fréquence, une couleur plutôt qu'une autre. Et c'est exactement ces principes qu'on va utiliser ici. Donc voici la palette de Photoshop. Photoshop qui vous propose de manier la couleur. Et qu'est-ce qu'on retrouve quand on cherche la teinte? Un dégradé de couleur qui commence par du rouge et finit par du rouge parce que tout est cyclique. Et donc du coup, vous êtes sur quelque chose qui vous représente les différentes plages de couleurs. Alors après, vous pouvez jouer sur la saturation de la couleur. Est-ce que vous avez pratiquement pas de couleur, et dans ce cas, vous êtes plutôt sur du noir et blanc, ou est-ce que vous avez vraiment beaucoup de couleurs? Vous voyez que vous pouvez changer la sélection n'importe où ici. Alors là, on varie entre du très lumineux ou du très sombre, et là-haut, c'est carrément très lumineux et très saturé. Et puis là, vous allez avoir très peu saturé et très sombre. Là, vous allez avoir très lumineux, mais finalement très lumineux et très saturé, mais tellement lumineux que ça va être blanc. Donc voilà, vous allez avoir différents trucs, et puis vous pouvez varier sur vos couleurs, et ça va vous permettre de changer la couleur. Maintenant, si vous voulez choisir précisément une couleur, vous devez la choisir avec des chiffres, et vous avez 4 systèmes qui vous sont proposés. En fait, vous en avez même 5 puisqu'il y a celui-ci, et celui-ci on va le regarder attentivement. Pour l'instant, on a dit qu'on était en mode additif. Le mode additif, c'est le mode des écrans, et les écrans, ce sont les pixels avec leurs 3 bâtonnets rouge, vert et bleu. Alors, si je veux du rouge, donc je mets celui-ci à 255. Alors d'abord, petite chose, avant tout, je vais vous montrer un truc. Tac, 255, 255, 255. Donc, voilà, là, je suis sur du blanc. Vous voyez que dessous, mon cercle est devenu entièrement blanc. Voilà, ma couleur est blanche. J'observe que pour être à 255, en fait, 255, c'est lié aux octets, c'est les unités de l'ordinateur. Et voilà, c'est parce qu'en fait, c'est 0, 255. En fait, vous allez, je crois, c'est des histoires de puissance avec des octets, et ça vous fait un maximum possible à 255 pour l'unité, je sais pas. Donc voilà, du coup à 0, votre bâtonnet dans le pixel il est complètement vide d'informations, il est éteint, donc il ne consomme pas d'énergie, et à 255 il est éclairé à 100%, et donc il consomme un maximum d'énergie. Donc un écran blanc projette et utilise beaucoup plus d'électricité qu'un écran noir. Ça c'est important à savoir, même si des fois vous allez entendre des gens vous dire les écrans noirs ça consomme de l'énergie. En fait ça dépend quel genre de noir on essaye d'atteindre. Alors, du coup, ici, que dire? Eh bien, en RVB, je suis au maximum partout, et parallèlement, vous voyez qu'en CMJN, qui correspond au mode soustractif, c'est CMJN, c'est cyan, magenta, jaune et noir, c'est les couleurs de l'imprimeur, et bien là, on n'a absolument rien, on est tout en 0. On a 0% de cyan, 0% de magenta, 0% de jaune, 0% de noir. Ça signifie qu'on pour faire du blanc, on part du principe que le papier sur lequel on va imprimer est blanc, en tout cas, on n'a pas d'autre moyen d'avoir du blanc à partir de l'impression. Et pour du web, on voit qu'on est sur du FFFFF, il y a 6 F. Alors ça, je vais aussi vous expliquer d'où ça vient, puis je vais le faire tout de suite, parce que, alors tac, ne pas en... Voilà, remarque, je vais le faire tout de suite, et je vais vous expliquer ce que j'ai fait ici, ça va vous permettre de comprendre. Donc, on a dit ici qu'on était en RVB. Et ici, on a dit qu'on était en code hexadécimal. Alors hexadécimal, en fait, par défaut, nous, on est très habitué à compter en décimal. En décimal, ça veut dire que j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc si on compte, ça fait 10, parce qu'il y a le 0. Donc là, on est en décimal. Si on veut plus d'infos,
eh bien, il faut augmenter. Et à ce moment-là, comme on n'a plus de chiffres, après on passe à des nombres, ben en fait, on va partir sur des lettres qui vont représenter des nombres. Par exemple, A représente 11, B représente 12, C représente 13, D représente 14, E représente... Alors, oui, 15 et F représente 16, d'où le hexadécimal. Parce que 0 représente 1, 1 représente 2, etc. etc. Donc voilà. Donc ici, on remarque qu'on est tout en F. F, ça veut dire qu'on est au maximum. Donc pour un écran, ça c'est le code hexadécimal qu'on utilise sur du web, pour une couleur web. Sur un écran, si on veut du blanc, on fait que du F. Donc concrètement, il y a 6 lettres. Donc là, j'étais sur du F, 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 F et F. Donc, comment ça se décompose? Eh bien, en fait, les deux premiers, c'est du rouge. Les deux suivants, c'est du vert. Et les deux derniers, c'est du bleu. Ça signifie que si je veux du rouge, je mets tout en F. Que... Oh, mauvaise pub. Supprimer. Que si je veux du vert, je mets tout en F ici et le reste en 0. Et si je veux vraiment du bleu, 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 bah, je mets tout en F à la fin. Et ça, on va le vérifier tout de suite. Regardez bien, ici, si je veux du rouge, je mets ça à 255. Regardez bien comment varie le code hexadécimal en dessous. Ici, je mets en 0. Regardez bien, on a bien F, F et tout le reste en 0. Ça veut dire que mon bâtonnet dans mon pixel, mon bâtonnet rouge, il est complètement éclairé. Donc là, toute cette surface que vous voyez là, c'est un ensemble de pixels. Et bien, chacun des pixels est... et donc, dans ce cas, donc ça signifie que vous avez du FF, donc tout est rétroéclairé. Ensuite, 0, 0 sur du bleu, donc tous les bâtonnets bleus sont complètement éteints. Et enfin, tous les bâtonnets verts sont complètement éteints. Et les deux derniers, c'est le bleu, et eux aussi sont complètement éteints. Évidemment, c'est la même chose si on change. Donc si je fais mon 255 ici, et bien ici, je suis bien sur la couleur maximale en F, sur du vert, et tout le reste en 0. Maintenant, hop, si je fais la même chose en bas, pareil ici. Et vous voyez que le bleu n'est pas du cyan. C'est-à-dire que quand j'ai le max de bleu, c'est seulement 88% de cyan et 77% de magenta. Donc voilà, c'est important de comprendre les nuances, les choses comme ça. Alors maintenant, on va avancer. Je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer. Donc là, ça va être du rouge. On va le renommer, je double-clique et j'écris rouge. Ici, je sélectionne ma couleur et je vais mettre le vert. Je double-clique sur le nom et je l'appelle vert. Et ici, je double-clique sur le bleu. J'écris 255, je clique sur Entrée et j'écris bleu. Donc là, on est sur un mode normal. Sauf que dans la nature, la lumière, elle est sur un mode additif. Ça veut dire que mes calques, il va falloir que qu'ils aient un mode de fusion les uns par rapport aux autres, que l'information, par exemple, que l'information qui soit sur le bleu impacte le masque du dessous, et que le masque du dessous impacte le masque du dessous aussi. Donc là, par exemple, je vais devoir changer les modes de fusion des masques, des calques, pardon. Donc ici, je suis dans les modes de fusion. Alors, les modes de fusion ont des séparateurs. Les séparateurs ne sont pas placés par hasard. Ils signifient que on a différencié, les personnes qui ont créé Photoshop ont différencié ce qui se passait. Donc en haut, on est sur du normal. Ensuite, on est sur des modes additifs. Donc en fait, là, soustractif, pardon. Là, on est sur de l'additif. Là, on est sur des contrastes. Les noirs sont plus noirs, les blancs sont plus blancs. Donc, et puis après, les autres, on les utilise un petit peu moins. Enfin, moi, perso, je les utilise un petit peu moins. Mais globalement, vous aurez qu'à les explorer par vous-même. Les plus utilisés sont normal, produit,
superposition et incrustation. C'est ce que vous retrouvez globalement partout. Après, vous verrez qu'il y en a certains que vous allez retrouver pas mal dans différents trucs. Bon. Mais c'est pour des cas plus particuliers. Donc là, je suis sur de la superposition, c'est-à-dire que les choses s'additionnent. En clair, là, mon rouge va s'additionner sur du blanc. Le truc, c'est que le blanc, c'est déjà tout à 100%. Donc si je rajoute du 100% sur du 100%, probablement que je vais obtenir du blanc. Et effectivement, mon rouge disparaît. Parce que je suis en RVB. N'oubliez pas que ça vient du fait que dans mon image, j'ai paramétré dès le départ que le mode était RVB. C'est super important. Ce que je suis en train de vous montrer là, c'est la base. Du coup, pour faire apparaître mon rouge, j'enlève le fond. Donc je masque le calque blanc. Et à ce moment-là, je vais pouvoir vous montrer les incidences en superposition de la couleur. Donc là, je passe en superposition du vert sur le rouge. Et je passe maintenant en superposition du bleu sur tout le reste. Hop, voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe sur un écran. Sur un écran, quand mes pixels sont tous allumés, eh bien, même s'ils sont dans des bâtonnets distincts, quand ils se projettent, le temps que ça arrive jusqu'à l'œil, ça a rayonné, et moi je vois cette couleur-là, et si je la pipette, on ne doit pas être loin du blanc. Effectivement, on n'est que sur du FFFFF. Donc voilà, vous voyez, on a obtenu du blanc simplement en prenant l'ensemble et en les additionnant. Maintenant, ces trois calques, je les prends, et ok, c'est pas du cyan, du magenta et du jaune. Je les prends, je les bascule de l'autre côté. Ok, tac. Voilà. Donc là, je suis sur une image qui est en CMJN. Et chose très importante, on va utiliser le mode qui est utilisé donc pour les modes soustractifs. Donc là, on est en addition. Alors le mode addition, concrètement, quand vous allez l'utiliser sur des... Là, on le prend sur des couleurs isolées au cas par cas. Mais si je prends tous les modes d'addition ici, globalement, ils assombrissent. Ça veut dire que si j'ai une photo, que je duplique ma photo et que je la passe en mode produit, elle sera plus sombre. Je vais le faire tout de suite pour que vous puissiez vous en rendre compte. Je reprends mon ancienne photo qui est ici. Hop, voilà. Non. Tac, voilà, ça c'est ma photo. Je l'ai dupliquée déjà, donc j'en profite. Donc vous voyez, j'ai une photo ici, j'ai la même par-dessus. Regardez bien, je change le mode d'incrustation, je le mets en produit. Et donc en produit, tout est plus sombre, parce que les couleurs s'absorbent les unes les autres, elles s'assombrissent. Enfin voilà, c'est super intéressant. Vous verrez que pour retoucher des photos rapidement, vous l'utiliserez. Et à l'inverse, si je suis sur de la superposition, les choses s'additionnent. Donc on est dans le cas qui est ici. Vous voyez, quand on prend toutes les couleurs, qu'à la fin ça fait du blanc, bah là mes couleurs s'additionnent les unes les autres et au final j'éclaircis mon image. Si elle était trop sombre, ça peut être pas mal. Après, je peux donner un effet particulier. Incrustation va assombrir les sombres et va éclaircir les clairs. Donc du coup, je me retrouve avec un espèce de mélange. Et après, vous avez le curseur qui peut être placé à différents endroits et ça peut vous faire des variations. Et vous pouvez obtenir des effets parfois sympas. C'est à vous de voir, il faut souvent tester sur Photoshop. Mais l'idée aujourd'hui c'est vraiment de comprendre les fondamentaux. Je reviens sur mon mode donc destiné à l'impression, mon mode soustractif. Juste une dernière petite chose, là vous avez vu les effets que j'ai fait. Eh bien sachez que quand je vais faire par exemple un mode superposition, je suis sur quelque chose qui est typique de l'écran, sauf que mon image est paramétrée pour... alors celle-là elle est paramétrée du coup pour un écran, mais si elle était paramétrée pour du CMJN, j'aurais un problème au moment de l'export. Il faut aplatir l'image et il faut se méfier des effets et des masques de fusion, parce que vous allez aller chercher des plages tonales de couleurs de l'écran, et l'écran a beaucoup plus de possibilités de couleurs que le papier.
Donc on va tout de suite le voir. Regardez bien les couleurs qui sont ici comme elles sont ternes. Regardez bien les couleurs de l'autre côté comme elles sont lumineuses. Ce sont les mêmes. J'ai pris les 3 calques et je les ai basculés d'un côté à l'autre. Regardez le rouge, regardez le rouge. Regardez le vert, regardez le vert, regardez le bleu, regardez le bleu. On a l'impression qu'on n'a pas la même couleur au départ. Et c'est normal parce qu'en réalité, comme ce document qui est ici, je l'ai fait donc en CMJN, on est sur une plage tonale destinée à l'impression. Et sur une plage tonale destinée à l'impression, on a bien moins de rouges différents qui existent, bien moins de verts différents qui existent, bien moins de bleus différents qui existent. Regardez l'écart, encore une fois, regardez. Donc ça, c'est super important. Si vous travaillez là-dedans, vous allez avoir des couleurs éclatantes et vous allez les emmener à l'imprimeur comme ça. Et l'imprimeur, il va vous ressortir des couleurs et vous allez dire, bah non, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Et c'est de votre faute, vous n'avez pas mis le bon mode au départ. Donc pensez bien à être en soustractif, c'est super important quand vous êtes sur du travail destiné à l'impression, ou en tout cas le document final, aplatissez-le, aplatissez tout, vous obtiendrez un aplatissement des effets, ils seront en une seule image, et ensuite cette image, passez-la en CMJN, assurez-vous d'être bien comme il faut, bien dans les clous, et ça vous l'envoyez à l'imprimeur. Parce que l'imprimeur, effectivement, à l'heure actuelle, avec les outils qu'il a, il pourra vous faire quelque chose, mais vous aurez toujours des écarts de couleurs, et vous comprenez bien l'impossibilité pour l'imprimeur. Ça vient pas d'une mauvaise volonté de sa part, c'est réellement qu'il y a moins de couleurs sur l'impression que sur l'écran. Alors évidemment, on n'est pas sur des couleurs RVB par rapport à de l'impression. On est sur du CMJN, ça veut dire que notre rouge, il va falloir le modifier. Donc là, je sélectionne mon rouge, hop, et je m'aperçois d'ailleurs que mon rouge, il a baissé. Il ne monte pas à 255 en information, il est à 228. Et en plus, il est mélangé avec un peu de vert et avec un peu de bleu. Et ça, c'est parce que la couleur éclatante que j'avais ici, qui était du rouge pur, mais du rouge de l'écran, ne peut pas exister en CMJN. Cette couleur n'est pas possible à refaire avec du papier ou avec un système qui absorbe la couleur. Dites-vous bien que la plupart du monde qui nous entoure fonctionne sur du soustractif, absorbe la couleur. Voilà, là si je vois du rouge, bon là je suis sur un écran, l'exemple est faux, mais par exemple si je vois un objet rouge posé sur une table et qu'il n'émet pas de lumière, ça signifie qu'il absorbe toutes les longueurs d'onde sauf le rouge. Et parfois vous voyez que c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pratiquement que du rouge avec un petit peu d'autre chose. Donc là, comme on est sur du CMJN, je ne vais pas travailler sur ce côté-là, je vais travailler sur ce côté-là. On a dit qu'on allait prendre le rouge, donc ici, donc je vais mettre du 100%, le reste je vais le mettre à 0%, voilà, donc là je suis sur le rouge qui est en fait du magenta. Ensuite, le bleu, ça va être le cyan, on va mettre du cyan, hop, voilà, tac, tac, voilà. Et ici, ça va être le jaune. Donc là, tac, tac, et 100%. Voilà. Donc, vous avez sans doute déjà vu ces 3 cercles. Donc là, on a du RVB, on est sur de l'écran. Et là, on a du cyan, du magenta et du jaune. Vous voyez bien qu'au centre, quand on mélange les 3 couleurs, il y a un côté, on obtient du blanc, et il y a l'autre, on obtient du noir. Vous voyez la différence entre les deux? Ça, c'est de l'additif. Ça, c'est du soustractif. Le soustractif, il absorbe. Donc, plus vous lui en donnez, plus il absorbe. Donc là, il a absorbé l'énergie du cyan, l'énergie du cyan, du magenta et du jaune. Donc, au final, le noir absorbe tout. Et à l'inverse, sur de l'additif, la somme de toutes les couleurs vous donne le blanc, la lumière du jour. Donc voilà, là, on est sur quelque chose qu'il faut bien appréhender, c'est l'écart entre les deux. C'est quelque chose que souvent on a du mal à imaginer comme ça, et pourtant ça a un impact majeur sur le résultat. Alors, deuxième chose que je voulais voir avec vous, c'est les repères. Regardez bien les repères, vous voyez qu'ici, mon ordonnée des X, mon ordonnée à l'origine, le 0, il est en haut,
et le 0 ici pour l'axe des Y, il est ici en haut aussi. Ça veut dire que si je remonte, voilà, vous voyez que le 0 il est en haut à gauche. C'est super bizarre parce que à l'école, moi j'ai le souvenir de la maîtresse qui nous mettait un petit... Alors je vais créer un calque, je vais dessiner, hop, à l'école, très souvent, on nous a appris les choses comme ça. Donc effectivement, nous on dessinait sur cette partie-là. Sauf que sur un écran, on dessine ici. Et ça a de l'importance aussi sur le web. Parce que le web, si vous devez positionner un élément dans votre navigateur en dimension fixe dans un div absolu par exemple, et bien par défaut, si vous disposez, si vous ne précisez pas top, left, bottom ou right, il va déplacer l'image en fonction d'ici. Et ensuite, il va partir par là, et puis il va revenir ici, et il va repartir ici, et en fait, il va dans le sens de lecture. J'ai mis du temps à le comprendre, donc ça c'est une petite astuce que je vous donne. Si vous voyez que le curseur ici, l'ordonnée de l'image est ici, ça vient juste du fait, tac, je vais rentrer le repère, ça vient juste du fait, en réalité, qu'on lit de haut en bas et de gauche à droite. Et donc, bah, du coup, on se retrouve à avoir quelque chose qui va comme ça. On lit de haut en bas et de gauche à droite. Donc voilà, on fait ça comme ça. C'était un petit truc que je voulais vous donner. Encore une chose maintenant, très souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des collègues qui me disent ah ça y est, je t'ai fait une icône, ou je t'ai fait un dessin, ou je t'ai fait une image, je l'ai faite dans Illustrator, elle est vectorisée, donc c'est nickel. Et la personne m'apporte du JPEG ou du PNG. Et donc là, maintenant, on va aborder un autre point. Je vais vous expliquer la différence entre du JPEG, entre du bitmap et du vectoriel, en fait. Donc, sur Photoshop, vous pouvez dessiner des formes vectorielles. Tout à l'heure, les cercles, on a vu, qui sont en fait des aplats de couleurs sur lesquels on a posé un masque qui avait une forme. Et cette forme, qui est ici, si je prends l'outil A, donc là je déplace mon masque en enfonçant la touche majuscule. Si par exemple je déplace ici ce point-là, donc là en fait, je ne sais pas si on va le voir, si je fais ça, non, on ne voit pas les tangentes. Bref, si... Est-ce que je peux le déplacer ? Non. Bon, je vais faire autrement. Je vais vous montrer, je vais prendre l'outil plume, P pour l'outil plume. Je vais tracer, par exemple, voilà. Hop, j'ai tracé une forme. Vous voyez que la forme, elle s'est ajoutée sur le masque. Elle est là en bas. Donc en fait, il faut vous imaginer que tout le fond est en magenta et que par-dessus, j'ai caché et j'ouvre des formes, en fait. Donc ça, c'est du vectoriel. C'est pas ce que je voulais faire. Je supprime, tac. Alors, je vais me mettre là-dessus et je vais prendre mon petit plume et je vais faire un truc, voilà, hop, donc là, jusque-là, il n'y a rien. Je sélectionne tout, hop, je reprends mon outil plume. Alors, ce que je vous montre, ça fonctionne comme ça sur Photoshop. Les autres outils qui utilisent du vectoriel ne fonctionnent pas comme ça. Donc, n'essayez pas de faire ça, mais ça, c'est super utile quand vous devez dessiner. Oh. Allez, 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 allez. Bon, ça veut pas le faire, décidément. Alors, bon, je trace un point. Je prends un point, je maintiens enfoncé la souris et je glisse. Et je prends un autre point, et puis je vais fermer. Hop, voilà. Donc, ici, j'ai clairement c'est saoulant. Voilà. Donc là, j'ai un point, une tangente, et ça me fait une courbe de Bézier.
je suis sur quelque chose qui s'apparente à du vectoriel, et c'est effectivement du vectoriel, ça fonctionne comme du vectoriel. Sauf que cette surface, si je la remplis, elle va pixeliser. Donc je ferme ma surface, donc là je suis sur la palette des tracés, je pose mon curseur de souris, j'enfonce la touche CTRL de la souris, vous voyez que le curseur de la souris a changé, je clique gauche, boum, ça devient une sélection. Je retourne sur les calques, j'en ajoute un nouveau en cliquant ici à côté de la corbeille, créer un calque, hop là. Je vais chercher mon pot de peinture, c'est la touche G du clavier, s'il n'apparaît pas, que vous avez ça devant, c'est l'outil dégradé, vous prenez bien le truc ici, je clique dedans, CTRL D pour désélectionner, Z pour passer à la loupe, et regardez bien quand je zoome, ça fait du crénelage. Vous le voyez? Alors les gens me disent, c'est normal que ça fasse du crénelage, puisque tu es sur Photoshop. Et c'est vrai, c'est un logiciel bitmap Photoshop. Donc effectivement, ça fait du crénelage. Du coup, je vous propose de passer sur Illustrator, où on va prendre un document similaire. Voilà, 1920, ok, et sur lequel je vais tracer un cercle aussi. Donc là, c'est pas U, c'est M ou L. Vous voyez, il y a en bout de ligne, c'est indiqué. Par contre, pour faire mon... Alors, je vais le faire en noir et je vais pas lui mettre de contour. Ok. Je dessine un cercle en enfonçant la surface en enfonçant la touche majuscule du clavier. Tac. Voilà. Là, je suis avec V, c'est l'outil de sélection. Je vais chercher l'angle et je vais réduire mon cercle. Il y a une raison, c'est parce que du coup, ça va augmenter les angles et ça va augmenter les défauts. Vous allez voir, c'est pour l'exemple que je vais faire. Donc là, je zoome et vous voyez que je suis sur un dessin parfaitement lisse. C'est parfait, c'est normal. Je suis sur un logiciel vectoriel. Donc en fait, là, je suis sur le zoom maximum et regardez comme c'est beau. Il n'y a pas un seul pixel. Tout est incurvé, tout est lisse, tout est parfait. Voilà, je suis sur du vectoriel. Maintenant, ce dessin vectoriel, je vais l'exporter sur un format bitmap. Je rappelle, bitmap, ça veut dire pixel, pour faire simple, c'est-à-dire qu'il y a des bits. Et je l'exporte en JPEG. Bon, cercle Illustrator, j'en ai déjà un, je vais le remplacer. Hop. Je le mets sur une qualité maximale pour que vraiment il y ait un max d'informations. Vous voyez qu'on est bien sur du 72 dpi parce que c'est une sortie d'écran. Je fais OK. Et maintenant, je vais l'ouvrir, ce fichier. Je vais l'ouvrir avec Illustrator. Donc Illustrator, logiciel vectoriel. On est d'accord? C'est le cercle que vous venez de voir. C'est le cercle qui est juste sur l'onglet d'à côté. Je divise l'écran en deux et je vais faire un zoom maximum. Vous voyez la différence? Là, on a du crénelage et là, on n'en a pas. Ça vient du fait qu'au moment de l'export, le JPEG et le PNG, ce sont des formats qui sont des formats bitmap, donc vous aurez du pixel. Et pour le web, quand vous voulez une image, vous la mettez en une photo, vous la mettez sur un format bitmap. Donc du coup, vous obtenez, si vous m'apportez du JPEG ou du PNG, j'aurai une image qui pixelise, de toute façon. La seule façon actuellement de faire en sorte d'avoir une image qui ne pixelise pas, c'est de donner une image en format SVG. Mais en SVG, en fait, ça redessine les points. Donc c'est idéal, le SVG, pour un logo. Sur un navigateur web moderne, les logos, vaut mieux les donner en SVG parce qu'ils sont vectoriels et que Illustrator sait les lire. Et du coup, on obtient une image sur le navigateur qui est l'équivalent de ça plutôt que l'équivalent de ça. Donc voilà, du coup, sur un navigateur, vaut mieux pour un logo mettre du SVG, sur une photo mettre un format bitmap. Le SVG étant un format vectoriel comme AI. Voilà. Alors après, concrètement, comment ça fonctionne le format vectoriel sur un navigateur web? En gros, vous avez donc l'ordonnée à l'origine qui est en haut à gauche, et vous allez définir avec... c'est que du code en fait. Une image SVG, c'est que du code. Vous allez avoir donc une surface qui va être définie, et dans cette surface, par rapport au X et au Y, vous allez définir un ensemble de points et de tangentes,
et votre navigateur va être capable, à partir de cet ensemble d'informations, donc ça fait vraiment beaucoup de lignes, il va vous créer en fait le dessin et il va vous refaire le logo. C'est pour ça que ça va bien pour des images pas trop compliquées, et ça devient vite beaucoup plus complexe si c'est des photos. Une photo, vaut mieux la mettre en JPEG ou en PNG. Voilà, donc c'est à peu près tout en ce qui concerne les bases par rapport à ce que je voulais vous montrer sur les images. Il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi, ce sont les couches. Ce sont les informations par couche. Ici, vous avez sur Photoshop les couches. Les couches, en fait, ça vous permet, donc selon le mode dans lequel vous êtes, donc là je suis en CMJN, donc j'ai du cyan, du magenta, du jaune, du noir, et j'ai la totale. Par défaut, tout y est. Mais après, je peux décider de n'allumer qu'une couche plutôt qu'une autre. Par exemple, que du cyan. Et à ce moment-là, je ne verrai apparaître que ce qui correspond à l'information en cyan. Idem pour le magenta, idem pour le jaune, voilà. Donc ça, par défaut, les formats sont en 8 bits. C'est des trucs beaucoup moins utilisés, ce que je vous dis maintenant. Ça veut dire que c'est 8 bits, c'est le nombre d'informations que vous avez par couche. Faut pas oublier que le pixel, il est fait avec 3 bâtonnets, rouge, vert, bleu. Et chaque couche, donc les couches, on voit bien, c'est... alors, je vais prendre l'exemple qui correspond. Voilà, c'est mieux. Donc là, on a chaque couche, donc bleu, vert, rouge et RVB. Et chaque couche a une quantité d'informations. Et ces quantités d'informations, c'est le nombre de bits. Donc vous voyez que vous pouvez en avoir 8 ou 16. Évidemment, si vous avez 16 bits, vous avez beaucoup plus de profondeur d'informations. Ce qui veut dire que si vous êtes amené à agrandir la photo, vous arriverez à faire une image qui, au moment où vous allez l'agrandir, potentiellement vous fera quelque chose d'assez lisse, d'assez en théorie en tout cas, parce que dans la pratique j'ai pas réussi, mais globalement ça vous permet de lisser un peu le défaut et d'arriver à atténuer le crénelage, et ça vous permet de créer des pixels intermédiaires en fait au moment où vous agrandissez l'image, en théorie, parce que c'est des choses qu'on m'a dit mais que j'ai jamais constaté ça. Voilà. Dernière petite chose aussi dont je voulais parler avec vous, ce sont ces fameuses plages tonales. Donc là je vais repasser sur la photo et on va lui ajouter un masque, on va prendre les niveaux. Donc vous voyez, ça c'est une plage tonale, c'est-à-dire que en bas vous avez les fréquences, c'est-à-dire les couleurs, et sur l'axe des X vous avez la quantité de pixels. Donc par exemple sur cette fréquence là on a beaucoup de pixels, ici aussi, et à l'inverse on n'a pas de pixels là de ce côté là et pas de pixels de ce côté là. Vous voyez que l'image ici elle a un côté très laiteux, alors un côté sombre et laiteux. Et bien regardez bien la petite astuce, si je veux l'éclaircir, je prends ma plage tonale et je la raccourcis, ce qui va faire qu'en fait ça va lui dire d'étirer un peu, donc toute l'information qui était là va passer sur du blanc pur. Vous avez vu que l'image s'est éclaircie, et à l'inverse je peux assombrir les noirs. Donc ici par exemple, hop, je peux assombrir les noirs, sauf que comme il n'y avait pas d'infos, ça se voit presque pas. Par contre si je fais ça, ça va se voir, parce que ici j'ai beaucoup d'infos, vous voyez tous les pixels. Et ce que je suis en train de vous montrer, ça a son incidence. Après je peux faire varier celui qui est ici, c'est celui que les photographes utilisent pas mal. Ça leur permet d'éviter, en fait ils basculent la moyenne et ils basculent un certain nombre de pixels d'un côté ou de l'autre. Ça c'est super important aussi. Quand vous travaillez sur un écran, c'est pas grave, vous pouvez dégrader beaucoup et travailler avec très peu d'infos. À l'inverse, vous pouvez vous retrouver sur des photos destinées à l'impression, à avoir besoin justement qu'il y ait beaucoup d'infos, comme vous voyez ici, il y en a beaucoup, c'est génial. Si vous vous retrouvez avec des trous, ça peut arriver, et qu'en plus ça monte pas très haut,
et ben, au moment de l'impression, vous risquez d'avoir des taches d'encre qui correspondront aux endroits où il y avait de l'information, et votre photo, elle sera peut-être très clairsemée, elle rendait bien sur l'écran, mais il n'y aura peut-être presque rien imprimé, parce que ici, vous avez peut-être plus d'infos, il y a peut-être plus de pixels. Là, on est sur du 300 dpi, donc il y a vraiment des gros plâtras de noir. En plus, il y a beaucoup d'infos parce que c'est du noir, mais si je validais ça et qu'en plus je l'appliquais, bon, sur les versions CS5 et autres, on est sur des masques qui sont à part, mais avant, on l'appliquait directement sur l'image, donc on dégradait directement l'image. Et au final, quand on imprimait, on perdait de l'info. Là, on est en non destructif. Mais il faut s'imaginer qu'avant, on étirait vraiment la plage tonale, et que ça représentait 0, et ça représentait 255 après. Enfin voilà, je dis n'importe quoi, ça c'est la plage de fréquence de couleur. Mais il faut s'imaginer effectivement qu'on étalait la plage de fréquence et qu'on pouvait se retrouver avec des vides en fait. Et en plus, si ça montait pas très haut, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations. Donc voilà, c'était le dernier petit truc. Juste pour que vous voyez la différence, je vais enlever le contrôle, vous voyez, tac, l'original. Et là, voilà. Bon, alors là, je peux le faire sans problème. Il y a beaucoup d'infos. Si je fais ça, mon image, elle n'aura pas de problème. Donc voilà. Du coup, vous avez vu quelques bases et quelques fondamentaux. Sachez que ces fondamentaux, vous les retrouverez sur des logiciels ici comme GIMP. Alors GIMP a quelques écarts avec Photoshop. Par exemple, vous retrouverez bien les modes de fusion par rapport au calque. Ça vous permettra en fait d'avoir des modes additifs, des modes soustractifs. Par contre, sur les couleurs, vous aurez que du RVB. Vous trouverez pas... Enfin, moi, j'ai trouvé le RVB. Et j'avoue que j'ai pas trop trouvé, c'est peut-être ça en fait, non. Ouais, non, il n'y a pas le, j'ai pas trouvé le, enfin il y est peut-être, mais je l'ai pas trouvé. Après, moi j'ai aussi constaté sur GIMP, par exemple, si j'ai une photo, ma photo je la réduis, et donc GIMP recalcule. S'il la réduit, ça veut dire qu'il va recalculer l'image et qu'après je la remets à sa taille initiale en réagrandissant. Et bien, quand il a réduit la photo, il a supprimé de l'information pour la compresser et il a perdu cette information. Et quand je réétire, mon image elle est toute pixelisée alors que c'était le format de départ mais qui n'a plus rien à voir avec la qualité du format de départ. Ça fait partie des petits écarts que j'ai déjà constatés entre Photoshop et GIMP dans la gestion des images. Photoshop, si je réduis l'image et qu'ensuite je la réagrandis, il retrouve les informations qu'il y avait sur l'original. Dernière petite chose aussi que je voulais vous dire, vous préciser, si vous mettez une image à 100% ici, par exemple là, tac, voilà, là elle est à 100%, ça signifie pas que ce sera sa dimension finale quand elle sera imprimée. 100%, ça signifie juste que 100% des pixels d'information sont affichés sur l'écran. C'est très très important de comprendre la subtilité, la nuance. En clair, si je réduis, là je suis à 25%, là je suis à 12%, là je suis à 8%, pour que l'image tienne sur cette taille, ça signifie que toute l'information n'est pas affichée et que le logiciel recalcule dynamiquement, donc c'est là la puissance du logiciel, il recalcule dynamiquement, il retire une partie des informations et il me donne une apparence globale de l'image et de l'information. Voilà, c'était juste pour vous donner l'idée, et du coup quand on zoome et qu'on va au-delà, le logiciel essaye de recalculer les éléments intermédiaires et de montrer, de refaire le lien entre les pixels et les éléments d'information dont il dispose numériquement. Voilà, c'était juste un dernier petit point pour vous aider à mieux comprendre. Alors c'est vraiment une vidéo très théorique, c'est une vidéo qui vous montre les fondamentaux du logiciel et en quoi les fondamentaux physiques, c'est-à-dire le mode additif, le mode soustractif, ont un impact sur le logiciel, parce que quand vous comprenez ça, au-delà de Photoshop, vous comprenez Illustrator, vous comprenez les logiciels libres genre Inkscape, GIMP, Krita, enfin vous retrouvez ça partout dans le numérique. Donc en fait ce sont des choses, des notions qui sont universelles. J'ai commencé aussi à vous parler de l'axe des X et des Y. Si vous voulez passer sur du dessin en 3D, vous rajoutez l'axe des Z. Et en fait, du coup, il faut comprendre qu'on est à une charnière. Et cette vidéo,
C'est vraiment très théorique, mais en même temps, ça va vous aider à comprendre un maximum de choses sur ce qu'est la couleur, sur ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez en attendre. Et après, c'est à vous d'expérimenter, de faire des tutos, etc. et d'apprendre petit à petit à utiliser le logiciel avec ses raccourcis clavier, avec tout un tas de choses. Testez aussi beaucoup les autres logiciels. Ça vous permet de voir les écarts, de mieux comprendre les fondamentaux, de mieux comprendre leur logique et leur interprétation. En fait, chaque logiciel représente une vision qu'avait l'équipe qui a créé le logiciel de la chose, du travail effectué. Et du coup, ça vous montre des logiques d'esprit. Donc regardez bien, peut-être qu'il y a une logique d'esprit qui vous correspondra mieux qu'une autre. Il faut vraiment essayer, il faut vraiment tester, mais pour pouvoir tester, il faut avoir les notions fondamentales et il faut savoir ce que vous voulez faire. Et à partir de là, regardez, expérimentez, regardez aussi les docs. Et voilà, du coup, c'est les meilleurs conseils que je puisse vous donner ce matin par rapport à ça. Très très théorique, effectivement, mais j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez aimé, likez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications sur la prochaine sortie de vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut!